Focus Retail, la start-up. Charlotte Journoubauer nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et dirigeante de la scale-up Wishibam que vous avez créée en 2018. Alors c'est une plateforme omnicanale dédiée aux commerçants pour les aider à faire le lien entre vente physique et vente digitale. Vous mettez en relation notamment leur stock, leur catalogue produit et leur logistique opérationnelle. Alors vous connaissez très bien apparemment ce monde de l'outlet. Expliquez-nous, c'est presque une histoire de famille. Exactement, c'est une histoire de famille. Donc moi je viens d'une famille de commerçants, mes grands-parents avaient des magasins, mon père a eu des magasins et après des centres commerciaux. Parmi ces centres commerciaux, il se trouve qu'il a lancé un outlet qui s'appelle The Village. Et à ce moment-là, moi, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, le consommateur, il est physique et digital. Et globalement, il faut être capable de l'adresser là où il est et plus juste se limiter à la zone de chalandise. Et donc, il m'a regardé, il m'a dit, t'es très mignonne, j'y avais pensé, mais on a investi des centaines de millions, enfin pas des centaines d'ailleurs, mais des millions d'euros sur des solutions qui nous permettraient de faire ça et on n'a pas réussi parce que la complexité, c'est d'être capable de retranscrire en ligne les produits qui sont disponibles dans les magasins de différentes enseignes françaises, internationales, qui ont toutes leurs systèmes d'information différents, qui ont toutes leurs politiques digitales différentes, et d'avoir vraiment du stock en temps réel pour être capable d'avoir un vrai impact drive to store, être capable de montrer vraiment les offres en temps réel et les stocks en temps réel, quoi. Et donc on l'a monté, on l'a fait avec The Village Outlet et depuis on travaille avec beaucoup d'outlets, notamment Marc Avenue, via Outlet, en France, à l'étranger et de plus en plus avec des enseignes directement. Des enseignes directement et aussi des centres commerciaux, parfois ça Exactement. Vous arrive. Ouais. Alors aujourd'hui, comment est-ce que évolue la demande justement de ces enseignes sur la création d'un commerce omnicanal ? C'est quoi votre constat au fil des années ? En fait, pendant très longtemps, le commerce, on le segmentait entre physique et digital. Et globalement, on avait l'impression que le digital était le concurrent presque du magasin. Et c'est rigolo parce que c'était même comme ça que le vivaient les équipes. Et en fait, à un moment, ils se sont rendus compte que finalement, c'était le même PNL et que le succès de l'équipe retail, c'était aussi le succès de l'équipe digitale et inversement. Et donc, ils se sont dit, OK, au lieu d'investir chacun de notre côté, est-ce que ça serait pas mieux d'adresser le consommateur où qu'il soit avec la meilleure expérience possible ? Et comme notre client, par exemple, moi, Intersport, comme mon client, parfois il vient dans mon magasin, parfois il achète en ligne, et il doit avoir la meilleure expérience et la même expérience. Et moi, je dois savoir qui est mon client. Et donc, en fait, depuis, je dirais, 2020, on voit vraiment une accélération de ce qu'on appelle le commerce unifié. Et donc, de cette mentalité de se dire que finalement, le fait de montrer les produits disponibles dans les différents magasins permet aussi de drainer du trafic en magasin. Et le fait d'avoir un maillage territorial hyper bon permet de générer de la notoriété en ligne, parce que ça coûte très cher en fait de faire venir des gens sur un site internet. Claire. Alors, je crois que vous intervenez aussi pour des collectivités, des centres-villes. J'ai entendu Versailles, Angers, Anjou, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Qu'est-ce qui est différent quand on adresse justement un retailer directement comme Intersport ou un centre-ville ? Alors, donc nous, on est une société à mission depuis 2018. Et en fait, dans la mission qu'on s'est donnée, on s'est dit qu'on voulait assurer la diversité du commerce. Être société à mission, ça veut dire qu'on écrit dans nos statuts des engagements qui sont forts et on essaye d'investir dans notre société pour être capable de les tenir. Quand il y a eu la crise du Covid, on s'est dit que nos clients, centres commerciaux, outlets, enseignes, qu'on aime plus que tout, ils avaient les moyens de bien faire du digital parce que si ce n'était pas avec nous, juste ils mettraient beaucoup plus cher pour avoir d'autres types de solutions, mais qu'à coût de plusieurs millions, tu pouvais y arriver. Là où le commerçant de proximité, et notamment ma grand-mère qui était encore dans son magasin à l'époque quand on a lancé notre solution, en fait, c'est pas son métier. Ils comprennent rien au digital. En général, ils se font arnaquer dès que quelqu'un essaie de leur vendre un truc sur le digital. Et quand on sait que 80% des consommateurs regardent en ligne avant de se rendre en magasin, on se dit que si tu n'es pas en ligne au moment où le consommateur prépare sa visite et veut acheter, le risque, c'est qu'il aille acheter ailleurs. Donc nous, on a mis à disposition des outils qu'on a développés pour les commerçants indépendants,
pour leur permettre d'avoir une bonne visibilité en ligne, et notamment un outil qu'on a lancé là récemment qui s'appelle Echo et qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux commerçants de créer des fiches produits et des descriptions produits hyper belles, hyper pertinentes grâce à l'IA en 1 minute, et derrière de les diffuser un peu partout sur Internet. Et ça concerne qui? Ça concerne les commerces indépendants? C'est les commerçants indépendants. Alors, pour le coup, Echo, on s'était dit ça va concerner que les commerçants indépendants. Et puis finalement, il y a des grosses enseignes qui nous le demandent aussi. Donc on s'est dit, tant mieux. Mais c'était pas à la base, c'était vraiment pour le commerce de proximité, le commerçant indépendant qui n'avait pas les moyens aller faire des shootings photos, de passer des heures à écrire des descriptions produits. Tout ça, c'est quand même dans un contexte aujourd'hui qui est très très compliqué pour le prêt-à-porter. Vous pensez que la solution se trouve dans l'hybridation sur le fait de vendre en ligne. Seulement, aujourd'hui, en France, les marques, elles ont vraiment des difficultés à vendre en ligne. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que les marques, elles ont des difficultés à vendre en ligne? Je ne sais pas. Nous, chez nos clients, ce qu'on voit, c'est que globalement, le e-commerce représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires du magasin. Donc globalement, je ne sais pas si elles ont des difficultés à vendre en ligne. Et pourtant, si on prend des exemples comme Pinky vendrait très très mal en ligne pour le coup. Ouais, alors ça dépend des marques. Pinky, typiquement, c'est une marque qui a fait sa transformation digitale assez tardivement, sur lequel justement les stocks physiques étaient décorrélés des stocks magasins. Et donc du coup, moi, en tant que consommateur, quand je regardais sur le site internet et que je me disais c'est sympa, tiens, je vais aller l'essayer chez Pinky, j'arrivais chez Pinky et j'avais pas mon produit. Et donc en fait, tu le fais une fois, 2 fois et puis tu le fais plus. Ou au contraire, moi en tant que consommateur, je suis sur le site pinky.com ou .fr et je vois un produit que j'adore, mais il n'y a plus ma taille. Du coup, je passe à autre chose, sauf qu'en fait, ça se trouve, ma taille, elle est dans le magasin d'en bas. Donc en fait, c'est pour ça que moi, je crois vraiment à l'omnicanal et au fait de pouvoir vendre en ligne les produits qui sont disponibles dans tout le parc des magasins, parce que tu as un vrai effet positif. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense que ça dépend des marques. Typiquement, Pinky, Jennifer, c'est des marques qui ont des prix qui sont extrêmement bas. La logistique et l'acquisition client en ligne coûtent très cher. Et donc, pour cette typologie de marque, peut-être que la vente en ligne est moins efficace que pour des marques qui auraient des paniers plus élevés, avec une meilleure notoriété et surtout des consommateurs plus fidèles. En tout cas, ça se vérifie. Vous nous le confiez, Renaud, sur la première partie de cette émission. On passe tout de suite à l'actu de la semaine. Claire, on passe à présent à l'actu de la semaine. Ces derniers jours, il y a une actu qui a beaucoup fait parler. C'est ce partenariat de Shein avec le BHV et les galeries Lafayette. C'était vraiment au cœur de l'information. Avant, il y avait eu justement cette affaire avec Pinky. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette première collaboration avec le BHV ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le BHV, Galeries Lafayette, c'est ce qu'on appelle en France des grands magasins, mais en Angleterre, on dit des department stores. Donc déjà, leur vocation première, c'est d'avoir des petits magasins de marque au sein d'un grand magasin. C'est quelque part une marketplace physique avant l'heure. Donc c'est vraiment. Donc en fait, le rôle du BHV des Galeries Lafayette, c'est toujours de faire rentrer des nouvelles marques. Alors soit pour faire découvrir un plus grand nombre, soit parce que je sais que la marque est tellement attendue que ça va continuer à faire venir dans mon magasin. Donc j'ai besoin de générer du trafic. Donc on comprend que dans cette logique-là, quand Shein propose en ouverture mondiale de pouvoir être présent dans ces magasins, on peut voir le fait que cette marque qui aujourd'hui a 23 millions de clients en France va faire venir sur sa surface grâce à sa présence physique. Mais la question qu'on se pose quand même, c'est pourquoi intégrer une marque aussi controversée ? Déjà, ça ne va pas fort pour le BHV, c'est un fait. Pourquoi prendre cette décision-là ? Alors, la décision, soit on la regarde d'un point de vue purement business, c'est de se dire effectivement, encore une fois, ma vocation, c'est de trouver des éléments qui font venir dans mon magasin pour que les autres marques se retrouvent dans ce trafic. Et après, c'est aux marques de convertir. Après, on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que ça, je le fais qu'avec un angle business avant tout, ou est-ce que j'ai envie d'y mettre aussi mes valeurs de marque, mes valeurs d'expérience client,
Et là, il y a une belle question philosophique. Où s'arrête ce que je suis prêt à faire pour le business et où commence ma valeur de marque? On se demande aussi jusqu'où peut aller cette logique, étant donné que les réactions s'enchaînent, que de nombreuses marques quittent aussi le BHV suite à cette nouvelle. Alors tout à fait. Encore une fois, il faut resituer quelque chose qui est assez intéressant. Il y a eu aussi des mouvements de foule quand Amazon a ouvert ses portes à Monoprix. Donc encore une fois, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est il y a une logique business. Il y a une logique business de cette foncière qui a besoin de faire du trafic. Il y a une logique business de Pinky qui n'a pas d'éléments d'audience sur le digital. Donc, c'est assez tentant de se mettre sur un carrefour d'audience sur le online pour retrouver du trafic. Mais je pense qu'avant tout, il faut aussi être très clair sur ce qu'on a envie de véhiculer aux consommateurs et son positionnement de valeur de marque. Merci beaucoup Claire. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci à tous les deux. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.